Alors bonjour à tous, bienvenue à ce avant à ce, en fait ce dernier chapitre du cours agroécologique. Pardon. Donc cette fois nous allons voir un petit exemple plus concret de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agroécologie. Donc pour cela je vais vous montrer en fait ce qu'on fait nous à la Fondation Antenna dans l'unité agroécologie. Donc on va parler d'un agroécosystème productif et durable et en montrant l'exemple d'une ferme modèle. Qu'est-ce que c'est un agroécosystème productif et durable? En fait, c'est donc un écosystème, vous voyez ce que c'est, mais c'est un écosystème où on va tenter donc de reproduire la stabilité d'un écosystème naturel, mais à la place d'avoir que ce soit la nature, on va mettre des cultures vivrières et des animaux productifs dedans. Et donc dans cet agroécosystème productif et durable, on aura des interactions positives entre les cultures, on aura des interactions positives avec des insectes prédateurs et pollinisateurs, donc les auxiliaires qu'on a vus durant ce cours. On aura des interactions négatives vis-à-vis des adventices et vis-à-vis des ravageurs. On aura un système très résilient dû à une grande diversité. Et on aura une gestion des ressources, donc eau et nutriments en circuit fermé. Qu'est-ce que c'est un agroécosystème productif durable complet? Donc ce qu'on entend nous à la Fondation par complet, c'est un agroécosystème en fait qui est capable de vous nourrir, de vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour vivre, c'est-à-dire donc des fruits et des légumes, des féculents, céréales, tubercules et racines, et des protéines, que ce soit les légumineuses comme le haricot ou le nibé ou le soja, ou la viande ou les œufs ou le lait. Donc nous, en fait, à la Fondation Antenna, on crée des plans, des schémas d'agroécosystèmes productifs et durables pour différentes régions dans le monde. Et ensuite, suite à ça, on met en place une ferme modèle qui suit le principe qui suit le plan, qui suit en fait ce plan de modèle pour en fait tester l'efficacité du plan qu'on a créé et aussi pour servir sur place d'exemple didactique. Donc pour le moment, on en a créé trois. Une première à Obala au Cameroun depuis 2 ans déjà qui tourne. Donc si vous êtes au Cameroun et que vous voulez la visiter, n'hésitez pas à nous contacter. Au Burkina Faso à Yako. Également là, si vous êtes au Burkina et que vous souhaitez visiter la ferme vers Yako, il n'y a pas de souci pour la visiter. Et ensuite à, Mali, à Kuchala au Mali également. Donc ces deux dernières fermes depuis une année maintenant sont en place. Ensuite on a des projets de nouvelles fermes. Donc une en Guinée à la baie, une à Djima en Éthiopie et une au Rwanda à Kigali. Donc également si vous êtes dans ces régions dans les prochaines années, pour le moment ces fermes ne sont pas encore mises en place, vous pourrez aller les visiter. Donc un peu comme exemple, voilà, donc on a la ferme de Bilone qui est la ferme qui est à Obala au Cameroun. Donc là vous voyez une vue aérienne de la ferme et à droite nos exploitants. Donc la ferme de Bilone elle fait 1,5 hectares. Elle a commencé comme j'ai dit donc il y a 2 ans. Elle se situe donc à Obala au Cameroun, donc près de Yaoundé, donc dans une zone très pluvieuse, donc un climat tropical de sauna hiver sec, mais avec deux saisons pluvieuses assez longues et seulement en fait 3 à 4 mois de saison sèche. Ensuite, on a la ferme Ayako au Burkina Faso, où là on a un contraste beaucoup plus important entre la saison pluvieuse et la saison sèche, comme vous pouvez voir à gauche en saison sèche, à droite en saison pluvieuse. Donc là, vous voyez à droite un champ d'arachide entouré des haies de bracaria, et à droite un champ de maïs qui sera donc protégé par le bracaria, comme on a vu dans le chapitre des associations de culture, donc le système push-pull. Donc cette ferme, elle fait 1 hectare, ça fait 2 ans qu'on l'a mise en place à Yako. Et donc là, on est dans une zone beaucoup plus sèche avec une saison pluvieuse de seulement 3 à 4 mois. Donc c'est le climat semi-aride chaud. Ensuite, on a la ferme de Kuchala au Mali, où là, vous voyez un peu le même principe là, avec les haies de bracaria et le champ de maïs. Et donc c'est une ferme pour le coup de 4 hectares qui a été commencée à mettre en place il y a une année et qui se trouve donc à Kuchala dans l'est malien. Et là donc on a une saison pluvieuse un peu plus longue avec plutôt 4 mois et demi de saison pluvieuse. Donc toutes ces fermes que vous voyez là en fait c'est des fermes qui donc fonctionnent complètement sans
utiliser de pesticides et sans utiliser d'engrais externes. Donc toute la fertilisation est faite avec la fertilisation organique qu'on crée sur la ferme et tout le contrôle des ravageurs est fait avec toutes les méthodes en fait qu'on a évoquées durant ce cours, donc la biodiversité, les associations de culture, les traitements répulsifs naturels, etc. Et maintenant je vais vous montrer un peu plus concrètement l'exemple du plan, donc du modèle en fait de production sur lequel ces fermes sont basées. Donc c'est un différent pour chaque région. Donc là je vais vous montrer en fait celui du Mali. Donc là vous voyez le plan de la ferme globale avec 4 zones principales. Une zone de culture maraîchère et tubercule, une zone de grande culture pour tout ce qui est céréales, une zone pour les animaux avec des pâturages, une étable, et une zone d'agroforesterie plus pour la production fruitière et accessoirement fourragère, le tout entouré et séparé par des haies vives productives, donc aussi également là pour la production de fourrage ainsi que la production fruitière. Donc comme j'ai dit, autour on a partout ces haies vives, donc on a vu à quoi servaient les haies vives, elles permettent donc de protéger contre l'érosion, le vent et les aléas climatiques. Elle va aussi empêcher dans une moindre mesure les ravageurs d'entrée, mais surtout le bétail, donc limiter la divagation du bétail. Ça va être une zone de refuge pour les prédateurs et surtout dans ces zones très sèches, ça va nous permettre de créer un microclimat, d'avoir plus d'humidité et d'eau dans notre ferme. Donc là vous voyez au Burkina Faso et à Yako la haie à droite qui est en train de pousser, donc pour le moment c'est tout petit. Mais d'ici 5-6 ans c'est clair que ça va être quelque chose qui permettra vraiment de garder l'humidité et de créer un microclimat dans notre ferme. Ensuite, on a la zone donc de maraîchage. Donc cette zone-là, on l'a divisée en deux. Il y a la zone 1 qui est vraiment le maraîchage pur, où on a des petites parcelles où on cultive toutes sortes de légumes. En faisant une rotation, en alternant toujours les différentes familles de légumes. Donc comme on a vu, toujours respecter les pauses, pas revenir trop souvent avec les mêmes familles. On associe les légumes, bien sûr, pour limiter les risques d'attaque de ravageurs. Et là, donc, on cultive en permanence toute l'année puisqu'on irrigue avec un système goutte à goutte, donc même en saison sèche. Et toutes ces parcelles sont séparées avec des rangées d'ananas qui permettent donc de limiter l'érosion et de garder l'humidité dans ces parcelles. Et donc pour illustrer, là vous voyez par exemple la rotation dans cette zone-là. Donc on alterne toujours les plantes et les familles, donc on commence et on associe toujours des cultures. Donc si on commence là, la première année, les mois 5 à 8, donc durant l'hivernage, on a maïs, haricots, pastèques. Ensuite pour la saison sèche, on aura la carotte ou oignon. Ensuite l'hivernage suivant, on aura le mukuna pour régénérer le sol. D'accord, c'est une légumineuse, donc c'est un engrais vert qui va donc nous régénérer le sol et nous produire du fourrage tout en amenant de l'azote dans le système. Donc juste après avoir régénéré le sol, on va cultiver la tomate qui est très exigeante. Ensuite, on va faire une année plus tranquille avec gongo, gingembre suivi de betterave, pois. Et on va terminer en 4e année avec des cultures plus exigeantes, poivron, aubergine, tagette, suivi de courgettes, laitue, chou, concombre. Et ensuite, on recommence, etc. Et en fait, sur chaque champ, comme vous pouvez voir en bas, l'année sur chaque champ, on commence avec des cultures différentes. Donc en fait, la première année sur le champ 1, on aura maïs, haricots, pastèques. Sur le champ 2, le mukuna. Sur le champ 3, gombo, gingembre. Sur le champ 4, poivron, aubergine, tagette. Et ensuite, on fait à chaque fois la rotation de cette manière. Comme ça, on a toujours tous les différents légumes à disposition et on respecte la rotation. Et après ces 4 ans, en fait, on va inverser avec la zone 1.2. Donc toutes les 4 parcelles deviennent la zone 1.2 et les 4 parcelles de la zone 1.2 deviennent la zone 1.1. Donc on a vu la zone 1.1, c'est le maraîchage. Maintenant, qu'est-ce que c'est la zone 1.2? Donc je vais revenir juste après sur ce que c'est la zone 1.2. D'abord quelques images qui illustrent la zone 1.1, donc vraiment des associations de légumes. Ici, oignons et courgettes. Ici, des choux au Burkina. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est la zone 1.2? La zone 1.2, c'est là qu'on va faire la semi-agroforesterie. Donc on a également vu durant ce cours. Donc là, on a à nouveau ces mêmes petites parcelles entourées d'ananas. Mais là, on va utiliser le principe de semi-agroforesterie pour produire surtout les tubercules. Et donc pour vraiment produire les tubercules sans abîmer le sol, on va les mettre en semi-agroforesterie puisque le sol sera protégé par les cultures pérennes. Donc là, en fait, dans cette zone, on va cultiver l'igname, la patate douce, le manioc, la pomme de terre, et ceci associé à des fruitiers à croissance rapide, comme on a vu dans les cours précédents. Donc la papaye, la banane, le pois cajon, etc.
Et donc des fruitiers qui donnent déjà après une année et qui après 4 ans on peut facilement enlever euh, pour, euh, pour changer ensuite de zone. Donc voilà pour illustrer. Donc dans le cas du Mali, on a le papayer et le pois cajan plantés chaque 4 mètres. Et ensuite autour de ces cultures pérennes, donc on cultive les cultures annuelles comme l'igname, la patate. Donc voilà la rotation. Vous voyez que le bananier, plantain, papaye et pois cajan sont là durant les 4 ans. Et sinon, donc on a une rotation. D'abord maïs, haricots, melon. Ensuite carottes, oignons, pommes de terre. Ensuite régénération avec une légumineuse de stylosynthèse. Avant de venir avec la culture exigeante, donc l'igname, associée à la courge. Et ensuite on relâche avec une culture plus tranquille, la patate douce, en 4e année. Donc voilà quelques images qui illustrent donc ces barrières d'ananas entre les parcelles, à gauche la parcelle d'igname, à droite la parcelle de maïs. Donc ça on a déjà vu dans le cours, hein, mais voilà, ensuite quand ça pousse, donc ça c'est au Cameroun, avec les bananiers, les ignames, les pois cajan, tout. Et ça, on voit vraiment une très très bonne couverture du sol, une très très bonne protection du sol. Donc là, la même photo depuis en haut, vous voyez la différence entre ce champ semi-agroforesterie et un champ où il n'y a que de l'arachide. Et comme j'ai dit avant, donc ensuite après 4 ans, on inverse avec la zone de maraîchage. Finalement, on a la zone de grande culture, où là on fait plus des grandes parcelles, et on n'irrigue pas, donc on cultive seulement en hivernage, et là on va surtout cultiver des céréales et des légumineuses, ce qui nous permettra d'éviter de retourner le sol trop fort, et donc de le protéger. Et donc on va pratiquer le système push-pull. Donc pour rappel, le système push-pull, on a les champs qui sont entourés de bracharia qui permettent d'attirer les ravageurs du maïs et de les piéger, de les tuer. Donc en fait on fait des séparations, donc c'est ces traits verts entre les parcelles avec du bracharia en permanence, et quand le maïs est cultivé là, du coup il sera protégé par le bracharia. Donc là ça illustre une deuxième fois donc tous ces haies de bracharia autour des 6 champs. Donc là à droite vous voyez le bracharia. Le bracharia qu'on utilise au Mali, mais dans des zones plus humides on peut sans souci utiliser le pennisetum qui fonctionne aussi très bien. Et donc ensuite la rotation, donc toujours association céréales légumineuses, la première année riz avec stylosynthèse. Quand le riz est récolté, on laisse le stylosynthèse occuper toute la parcelle pour produire du fourrage en saison sèche. L'année suivante on met le sorgho avec l'arachide. Ensuite on fait une pause de légumineuses, pause de céréales, donc on cultive le sésame. On pourrait également cultiver par exemple le bissap. La 4e année, on revient avec céréales légumineuses, maïs, desmodium, donc le système push-pull. La 5e année, on refait une pause et on cultive donc des légumes en hivernage. Et la 6e année, on met donc le niébé. Donc voilà le push-pull, donc on a déjà vu durant le cours, mais un petit rappel, donc vous avez l'herbe de napier, le pennisetum ou alors le bracharia sur les bords qui lui va attirer les ravageurs qui vont venir pondre des œufs dans l'herbe et ces œufs vont être collés et tués. Ensuite au pied du maïs vous avez le desmodium qui lui va repousser les ravageurs du maïs pour qu'ils partent et qu'ils aillent dans le pennisetum. Le desmodium va aussi tuer les herbes des sorcières, les striga asiatica, et le desmodium est un légumineuse donc il va fertiliser le sol. Et pour finir, autant le desmodium que l'herbe de napier ou le bracharia peuvent être utilisés comme fourrage. Donc voilà, vous voyez là la rangée de bracharia entre les différents champs. Là également. Là également. Et là le desmodium au pied du maïs. Un champ de riz au Mali. 2 champs de maïs séparés par le bracharia au Mali. Un champ d'arachide séparé par le pennisetum au Cameroun. Et du niébé au Burkina. Et pour terminer, on a la zone de pâturage, où là, on va faire en fait du pâturage rotatif, c'est-à-dire qu'on va semer des cultures fourragères de qualité, on va laisser pousser, et une fois que c'est bien installé, on envoie les animaux, et avant qu'ils aient tout tué, on les enlève, et on fauche pour éviter que ce qu'ils aient pas mangé devienne invasif. Et donc dans notre ferme, donc les animaux sont nourris par ces zones de pâturage, mais également par les haies, par les déchets de récolte et par les déchets de cuisine. Les animaux, on les utilise dans la mesure du possible pour lutter contre les ravageurs et également pour défricher.
Donc voilà, avec des filets transportables comme ça, électrifiés, on peut facilement déplacer les animaux et faire du pâturage rotatif. Ça par exemple, c'est nos animaux dans notre étable au Cameroun. Et ensuite, de temps à autre, on les envoie sur des parcelles qui sont en jachère. Donc voilà, on a terminé pour cette petite présentation sur un exemple de ce qu'on fait, un exemple de ce qu'on peut faire avec l'agroécologie. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée, au revoir.